Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes plaines poussiéreuses du Nouveau-Mexique, là où le silence s'étire sur des kilomètres et où le vent ne porte que les échos de coyotes solitaires, un homme vivait à la lisière du monde. C'était un lieu oublié des cartes, où les routes, à moitié effacées, devenaient des cicatrices terreuses sous un ciel immense. Le bitume y était rare, remplacé par des graviers râpeux et du sable rouge qui s'infiltrait partout, dans les bottes, les narines, les pensées. Le soleil, impitoyable, faisait fondre les montres et fissurer les rêves. Et chaque soir, le ciel se parait de teintes incandescentes, comme si la terre brûlait d'un feu ancien. Au milieu de cette étendue aride, Terence Coleman, afro-américain à la peau foncée comme le bois brûlé, vivait seul, dans une caravane cabossée et délavée, plantée sur un terrain vague que même les vautours survolaient sans curiosité. L'endroit, sans adresse ni nom, n'attirait ni voisins, ni touristes, ni promoteurs. Il n'y avait là ni gaz, ni électricité stable, ni réseau, seulement un générateur qui toussait le matin et une bouteille de propane à moitié vide. Mais c'était chez lui, un territoire qu'il avait apprivoisé avec le temps et le silence. Aux yeux du monde, pour ceux qui le croisaient encore, il n'était qu'un pauvre diable, sale, taciturne, probablement fou. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un ex-tolard, d'un vétéran délirant, ou pire encore. Mais les rares âmes sensibles qui osaient soutenir son regard découvraient autre chose, une noblesse silencieuse, une lumière discrète mais indestructible dans ses yeux fatigués. Il n'était pas cassé. Il avait été brisé. Nuance cruciale. Ancien mécanicien de l'armée américaine, Terence avait servi pendant 15 ans, réparant moteurs de chars, véhicules blindés et hélicoptères. Il avait été décoré 2 fois pour des actes de bravoure technique sous pression. Mais la guerre ne l'avait pas tué, c'est le pays qui l'avait trahi. Une chute sur un chantier civil, une blessure au dos mal prise en charge, une fausse accusation de vol d'outils, un avocat commis d'office distrait, et tout s'était effondré. Son logement, ses droits, sa réputation. Depuis, il vivait à la marge, pas par choix, mais par dignité. Sa seule richesse désormais, ses outils soigneusement entretenus, sa mémoire encyclopédique des moteurs, et son cœur, intact malgré les coups. Il aidait les rares passants perdus, réparait les véhicules d'agriculteurs en échange de quelques provisions, et le soir, sous la lumière tremblante d'une lampe à pétrole, il révisait mentalement les plans des V8 et les séquences d'allumage des turbines, comme on récite des prières. Ce jour-là, en juillet, le soleil tapait avec une cruauté toute particulière. L'air ondulait au-dessus du sol, et même les lézards restaient à l'ombre. Terence venait de finir de graisser une vieille boîte de vitesse quand, au loin, une traînée de poussière apparut. Une voiture approchait, vite, trop vite pour la route. Il leva les yeux, plissa les paupières. Une Cadillac Escalade blanche, étincelante malgré la poussière, s'arrêta brutalement à une centaine de mètres de sa caravane. De la vapeur s'échappait du capot. Le moteur venait de rendre l'âme. La portière s'ouvrit. Une femme descendit. Grande, fine, bien coiffée malgré la chaleur, en tailleur crème et talons hauts, elle portait de larges lunettes de soleil et tenait un smartphone d'une main tremblante. Elle tourna sur elle-même, visiblement paniquée de se trouver dans ce désert sans signal, au milieu de nulle part. Bon sang. Pas de réseau ici? Génial. Juste génial, maugré ATL, tapant frénétiquement l'écran. Terence observa un instant. Il aurait pu rester à distance. Après tout, il savait ce que son apparence inspirait. Méfiance, peur, préjugés. Mais il savait aussi ce que c'était que d'être coincé sous ce soleil avec un moteur mort. Alors il s'avança. Torse nu sous une vieille salopette délavée, les bras couverts de cambouis, il gardait une posture droite, imposante, presque calme. « Vous avez un problème, madame ?» demanda-t-il d'une voix profonde, posée, comme s'il parlait au moteur lui-même. La femme sursauta, le dévisagea. Ses doigts se crispèrent sur son sac. Elle hésita. Puis son regard passa de la caravane à l'homme, puis au véhicule. Le moteur a surchauffé. Il a commencé à fumer. Et je dois être à Santa Fe dans moins d'1 heure pour un rendez-vous important. Vous êtes mécanicien? Terence hocha simplement la tête.
Je l'ai été. Maintenant, je rends service quand je peux. Ouvrez le capot. En moins de 5 minutes, Terence avait repéré l'origine de la panne. Il s'agenouilla lentement sous le capot, l'œil concentré, ses mains calleuses glissant avec une précision presque chirurgicale entre les pièces métalliques brûlantes. Un tuyau de refroidissement fissuré, une perte totale du liquide, et une purge bâclée par un atelier qui, visiblement, n'avait pas pris la peine de bien faire les choses. Il secoua la tête. Ils vous ont fait payer cher, j'imagine, pour une main-d'œuvre aussi bâclée, lança-t-il sans relever les yeux. Helena, toujours debout à une certaine distance, croisa les bras, interloquée. Peu de gens lui parlaient sur ce ton. Elle était Helena Whitmore, héritière de l'Empire Whitmore Industries, une société énergétique multimilliardaire présente sur 3 continents. En public, elle était connue pour ses discours en talons d'aiguille, sa froideur stratégique et sa capacité à faire plier des conseils d'administration entiers. Mais là, dans ce désert oublié de tous, face à cet homme que la société aurait volontiers effacé de ses cartes, elle n'était qu'une femme en panne, vulnérable, et étrangement touchée par la maîtrise silencieuse de ce mécanicien sorti de nulle part. Terence se releva, les doigts noircis de cambouis. Il prit une vieille gourde en métal dans laquelle il versa de l'eau récupérée d'un bidon filtré artisanalement, et commença à alimenter doucement le radiateur. Il n'avait ni gants, ni tablette de diagnostic, ni pont élévateur, juste l'expérience, l'écoute des vibrations, le toucher, et l'instinct. « Vous avez l'air de savoir ce que vous faites, Terence, dit-elle enfin, d'un ton plus bas, moins défensif. Il haussa les épaules, sans fanfaronnade. Un moteur reste un moteur. Peu importe que ce soit une Cadillac ou une tondeuse à gazon. Faut juste savoir quand écouter, et quand laisser refroidir. Comme les gens, en fait. Ces mots la surprirent. Elle n'y répondit pas tout de suite. Elle se contenta de le regarder travailler, ses gestes fluides, presque méditatifs. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle ressentait quelque chose d'étrangement apaisant. Pas de jugement, pas d'intérêt caché. Juste un homme qui faisait ce qu'il savait faire, bien, sans rien attendre. Quand le moteur redémarra, avec un grondement régulier et sain, Helena resta sans voix. Le tableau de bord s'illumina, la température se stabilisa, et la voiture vibra doucement, comme si elle sortait d'une sieste bien méritée. Elle regarda Terence, incrédule. C'est bluffant. Je n'ai pas les mots. Il s'essuya les mains sur un vieux chiffon troué, sans se départir de son calme. Rien de magique. Juste une machine qui avait besoin qu'on l'écoute un peu. Elle plongea la main dans son sac à main en cuir, sortant son portefeuille. Dites-moi combien je vous dois. Sérieusement. Ce que vous venez de faire m'aurait coûté des centaines ailleurs. Il leva une main, l'interrompant avec douceur. Juste une bouteille d'eau bien froide, et un sourire sincère. C'est tout. Elle s'arrêta. Un sourire sincère ? Elle n'était pas sûre d'en avoir donné un depuis des semaines. Peut-être même des mois. Pourtant, en cet instant précis, au milieu du sable, de la poussière et des grillons endormis, elle sourit. Pas le sourire publicitaire des conférences, ni celui des dîners de gala. Un sourire vrai, presque fragile, presque gêné. C'est rare, les gens comme vous, murmura-t-elle. C'est surtout rare, les gens qui posent la question, répondit-il avec un demi-sourire. Un silence. Quelque chose d'invisible passa entre eux. Ni séduction, ni pitié, mais une forme de respect brut, celle qui ne s'achète pas et ne se mesure pas. Elle remonta dans son véhicule. Au moment de refermer la portière, elle le regarda une dernière fois. Merci, Terence. Vraiment. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, Madame Whitmore. Mais merci. Puis elle enclencha la marche avant. Le véhicule s'éloigna dans un nuage de poussière qui se dissipa lentement dans l'air sec. Et Terence, les bras croisés, regarda la route vide. Il ne savait pas encore que ce qu'il venait de réparer n'était pas seulement un moteur, mais une vision du monde, dans le cœur d'une femme puissante. 3 jours plus tard. Le ciel du Nouveau-Mexique était d'un bleu éclatant, sans un seul nuage à l'horizon, comme s'il avait été lessivé par le vent. Terence était accroupi à côté d'un vieux quad à moitié enterré dans le sable, abandonné par un touriste des années plus tôt.
Il resserrait les derniers boulons d'un moteur qu'il avait remis en marche à la seule force de sa mémoire et de quelques pièces de fortune récupérées ici et là. Son front ruisselait de sueur, mais son regard restait calme, concentré, comme toujours. Soudain, un grondement sourd et violent fendit l'air. Ce n'était pas un orage. C'était plus aigu, plus métallique. Il releva la tête. Un hélicoptère noir, profilé, élégant, surgissait de nulle part. Il descendait en spirale lente, comme un faucon mécanique cherchant sa proie. La puissance de ses pales déclencha un véritable cyclone de poussière, faisant voler les bâches, plier les arbustes secs et secouer les tôles de la caravane. Le ciel, quelques secondes plus tôt paisible, devint un tumulte. Terence se figea. Il cligna des yeux. Il n'avait jamais vu un hélicoptère atterrir ici, ni même dans un rayon de 100 kilomètres. Ici, personne ne volait. Personne ne s'arrêtait. Ce désert était un lieu que le monde évitait, et c'était précisément pour cela qu'il y avait trouvé refuge. Il resta immobile, le cœur soudain lourd dans sa poitrine. Était-ce une erreur? Une mission de l'armée? Une mauvaise blague? Ou quelque chose d'autre? Lorsque les pales commencèrent à ralentir et que la poussière retomba lentement comme un rideau de théâtre, deux hommes en costume sombre descendirent, discrets mais clairement habitués aux opérations bien huilées. Ils ouvrirent la porte latérale, et une silhouette féminine apparut. Pas de talons. Pas de lunettes de soleil. Pas de tailleur de luxe. Juste un pantalon beige simple, une chemise blanche retroussée, et dans sa main, une bouteille d'eau glacée, encore perlée de condensation. C'était elle. Helena Whitmore. Elle s'approcha sans solennité, avec un sourire sincère, presque timide, et leva la bouteille. Je vous avais promis ça, non? Terence, d'abord trop stupéfait pour répondre, laissa échapper un rire grave, profond, qui résonna dans l'immensité silencieuse autour d'eux. Faut avouer que vous avez le sens du spectacle. Je pensais pas qu'un simple sourire valait un atterrissage en hélicoptère. Elle sourit plus largement. Ce n'est pas le sourire. C'est vous. Elle s'approcha davantage, tendit la bouteille, qu'il accepta lentement, encore troublé par l'irréalité de la scène. Puis, sans préambule, elle sortit une enveloppe crème de sa sacoche en cuir. Ce que vous avez fait l'autre jour a été plus qu'une simple réparation. Vous m'avez ouvert les yeux, Terence. J'ai vu des ingénieurs diplômés, payés 300 000 $ par an, incapables de faire ce que vous avez fait avec un tournevis rouillé et une gourde en fer. Mais ce n'est pas seulement votre compétence qui m'a frappé. C'est votre humanité. Elle marqua une pause. J'ai discuté avec mon équipe. Et avec nos avocats. On a fouillé votre dossier. Vous avez été trahi, broyé par un système qui ne protège que ceux qui ont les moyens de se défendre. C'est une injustice, pure et simple. Et j'ai décidé que je ne pouvais pas l'ignorer. Elle lui tendit l'enveloppe. Voici une offre. Un poste de chef mécanicien pour notre projet de conversion d'énergie propre, ici même. On veut installer une base opérationnelle dans la région. Et vous êtes l'âme de cette terre. Vous aurez un salaire confortable, une maison neuve, la couverture santé, un véhicule de fonction, et surtout, la possibilité d'effacer ce passé judiciaire injuste. Nos avocats sont déjà sur le dossier. Si vous acceptez, vous quittez cette caravane non pas comme un pauvre, mais comme un homme respecté. Terence garda les yeux baissés un long moment. Il tenait toujours la bouteille d'eau dans sa main, mais son esprit était ailleurs. Les souvenirs remontaient comme des bulles dans une eau trouble. Les années de solitude, les hivers sans chauffage, les humiliations, les silences lourds à l'épicerie du coin, les regards qu'il ignorait. Tous ces instants qui lui avaient appris à ne plus espérer. Le vent soufflait doucement maintenant, comme si même la nature s'était tue pour écouter. Puis Terence leva enfin les yeux vers elle. Ses pupilles brillaient d'une lueur étrange, ni joie, ni tristesse, mais une reconnaissance silencieuse, d'homme à femme, d'humain à humain. Faut croire que, mon vieux tournevis m'a sauvé la vie, après tout. Il sourit, lentement, puis ajouta. J'accepte. Mais je vous préviens, je travaille pas avec des gants blancs et des machines qui parlent. J'écoute les moteurs comme d'autres écoutent la pluie. Elle rit. Alors nous avons tout ce qu'il nous faut. Et derrière eux,
le soleil commençait à descendre doucement, projetant leur ombre sur la terre rouge. Une nouvelle ère venait de commencer. 1 an plus tard, le paysage du désert n'avait pas changé, toujours ce sol rouge, ces montagnes à l'horizon, ce ciel infini, mais quelque chose dans l'air était différent. Comme si le vent lui-même portait maintenant l'écho d'une histoire qu'on ne voulait pas oublier. Terence Coleman, jadis invisible, vivait désormais dans une maison moderne, épurée et écologique, bâtie avec des matériaux locaux et pensée pour s'intégrer à la terre qu'il n'avait jamais quittée. La maison était simple mais belle, de grandes baies vitrées ouvertes sur le désert, des panneaux solaires sur le toit, un atelier personnel à l'arrière, et un petit jardin qu'il cultivait avec soin. À l'intérieur, pas de luxe criard, seulement des objets utiles, un vieux tournevis encadré au mur, et une photo encadrée de lui et son équipe devant une maquette du Centre technologique écologique. Chaque matin, il enfilait sa veste de travail bleu brodé, chef mécanicien Coleman, et rejoignait l'atelier principal du Centre Whitmore pour l'énergie durable, situé à quelques centaines de mètres de là. Il dirigeait une équipe d'ingénieurs, hommes et femmes, jeunes et brillants, venus des 4 coins du pays. Beaucoup sortaient des meilleures écoles, avec leurs diplômes flambant neufs et leurs laptops dernière génération. Mais malgré leurs connaissances théoriques, ils l'écoutaient comme on écoute un maître ancien. Ils l'appelaient tous, avec un respect teinté d'affection. Monsieur C. Certains notaient chacune de ses phrases. D'autres le suivaient dans les ateliers de terrain pour observer sa manière unique de dialoguer avec les machines. Car Terence ne réparait pas seulement, il comprenait, il ressentait. Il leur disait souvent. Un bon mécanicien n'est pas celui qui remplace une pièce, c'est celui qui reconnaît quand une pièce souffre. Mais plus encore que sa maison ou son poste, ce qui bouleversait le plus les visiteurs du site, c'était ce qu'on trouvait à l'entrée du centre, une vieille caravane, entièrement restaurée, repeinte en blanc et bleu clair, ses fenêtres renforcées, ses roues bloquées dans le sol comme les racines d'un arbre qui refusait d'être arraché. À côté, une plaque métallique dorée était vissée sur un socle en pierre. Ici vivait un homme qu'on croyait perdu. Il n'attendait pas l'aide, il la donnait. Et il a changé notre façon de voir le monde. Les employés du centre, les visiteurs, les écoliers venus en sortie pédagogique, s'arrêtaient toujours devant. Ils prenaient des photos. Ils lisaient l'inscription à voix basse, comme un mantra. Et certains laissaient même une fleur ou un boulon symbolique, en guise d'hommage. Terence, lui, n'avait pas changé d'âme. Chaque vendredi, il rangeait son uniforme, quittait le centre, et ouvrait les portes de la station du respect, un petit atelier en bois qu'il avait construit de ses propres mains, juste à côté de l'ancien puits à sécher. Là, il réparait gratuitement les vélos des enfants, les générateurs des fermiers isolés, les pompes à eau des petites familles oubliées par les infrastructures. Les gens du coin savaient qu'ils pouvaient venir sans honte. Il ne demandait jamais d'argent. Sur le mur de l'atelier, une ardoise portait un simple message. On ne mesure pas un homme à sa fortune, mais à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Helena Whitmore, de son côté, était devenue bien plus qu'une bienfaitrice. Elle venait souvent sans escorte, avec des plats cuisinés, ou simplement pour discuter avec Terence, parfois des affaires, parfois de la vie. Leur amitié était sincère, faite de silences confortables et de regards complices. Helena disait souvent que ce projet, ce centre, cette région, cette caravane était la chose la plus humaine qu'elle ait jamais construite. Et quand, parfois, on demandait à Terence pourquoi il avait choisi de rester ici, sur cette terre sèche et rude, alors qu'il aurait pu partir vivre confortablement ailleurs, dans une ville en bord de mer ou une banlieue chic, il levait les yeux vers l'horizon, et répondait toujours la même chose, avec ce demi-sourire tranquille. Parce que parfois, c'est dans la poussière que poussent les plus belles graines. Et parfois, un simple moteur cassé mène à un atterrissage qu'on n'oublie jamais. Et ceux qui entendaient cette phrase comprenaient que ce désert, autrefois lieu d'oubli, était devenu un sanctuaire. Un lieu où un homme avait transformé la solitude en force, l'injustice en sagesse, et la poussière en mémoire vivante.